Bienvenue à toutes et à tous à cette sixième session du marathon littéraire consacré à Albert Camus et à son ouvrage L'étranger. C'est un événement qui est organisé par l'ambassade de France au Kazakhstan. Je suis moi-même Jérémy Goldbaum, attaché culturel à l'ambassade de France au Kazakhstan, en partenariat avec Campus France Kazakhstan et notamment l'antenne de Campus France située à l'Alliance française d'Almaty, représentée aujourd'hui par Anar. Bonjour Anar. Bonjour Jérémy, merci de m'avoir invité ce soir. Bonjour à Merci. tous. Également co-organisé par l'Alliance française de Nour-Sultan, en partenariat avec le réseau des Alliances françaises du Kazakhstan et d'Asie centrale, des Alliances françaises d'Almaty, de Chimkent, de Karaganda, l'Alliance française également de Tachkent et celle de Bishkek, l'ambassade de France à Douchambé, et puis les associations comme Blablaté qui relaient également nos informations, Astana francophone, l'association francophone de l'université Nour-Sultan Nazarbayev à Astana, et un ensemble également d'acteurs culturels. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'Albert Camus. Alors, Albert Camus, qui est un homme de lettres qui a marqué le XXe siècle, un homme de lettres français, auteur de pièces de théâtre, de romans et d'adaptations théâtrales. Alors, qui est Albert Camus? Donc, dans un premier temps, je vais vous faire une introduction effectivement sur l'auteur, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du marathon littéraire. Donc, en premier lieu, nous faisons une introduction. Ensuite, nous allons lire deux extraits, l'incipit et la fin de l'excipit du roman L'étranger. Et puis, nous allons échanger avec Anar en proposant une analyse de l'ouvrage et notamment des extraits sélectionnés. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si voilà, vous avez des réflexions sur le texte ou sur ce qui a pu être dit. Et puis, si vous avez des questions également et que vous souhaitez les poser à l'oral, vous pouvez l'indiquer dans le chat et on vous laissera prendre la parole pour les poser. Donc, je vous propose de commencer avec l'introduction. Donc, Albert Camus, qui est-il? Il est tout d'abord né le 7 novembre 1913 à Mandovie, en Algérie française. Alors, je vais vous montrer également quelques images de ce qu'était l'Algérie française. Donc, c'était un territoire qui a été colonisé par la France à partir de 1830 sous Charles X et ensuite qui a été progressivement, euh, enfin en tout cas colonisé par des Français, mais pas que, des Espagnols également, des Italiens qui s'y sont installés sous juridiction française jusqu'à l'autonomie de l'Algérie. Donc, je vous présente, voilà, par exemple, cette photo qui était une carte postale de l'époque quand, quand l'Algérie était une colonie française. Donc, c'est partiel, il manque tout un bout à l'est, notamment la ville dans laquelle est né Albert Camus. Et vous voyez un petit peu au niveau du nom, la francisation des noms, Camp du Maréchal, etc. Donc, on voit un petit peu toute l'image de l'Algérie au temps où elle était une colonie française. On peut voir également ici le village de Mondovì en Algérie, où est né Albert Camus. Donc, il naît dans une famille de colons français, ce que l'on appelle communément en français des pieds noirs, parce que né sur le territoire algérien. Par son père, il descend des tout premiers colons français qui se sont installés dans la colonie d'Alger, annexée à la France en 1834. Donc d'abord, il y a eu la prise du port d'Alger en 1830 sous Charles X, et ensuite effectivement l'annexion de l'Algérie par la France, qui est devenue ensuite un département. Son père, Lucien Camus, travaille comme caviste. Alors un caviste, c'est une personne qui est chargée de vendre le vin justement près de son village de Mondovì. Il épouse en 1909 Catherine Hélène Sintès, qui est une fille de colon originaire d'Espagne. Ensemble, ils ont deux fils, un autre Lucien, Lucien Jean-Étienne, qui sera le frère aîné d'Albert Camus, qui naît en 1910, et Albert Camus lui-même, qui naît en 1913. Je vous ai retrouvé une photo d'eux enfants. Donc, Albert Camus et son grand frère.
Albert Camus est le plus petit. Ici, on reconnaît un peu son visage. Je vais d'ailleurs vous remontrer une photo de Camus adulte, tel qu'on connaît le plus souvent, qui avait été choisi pour la couverture de l'affiche sur le marathon littéraire. Donc, pendant la guerre de 1914, le père de Camus est mobilisé. Il est blessé par un éclat d'obus et il meurt à l'âge de 28 ans cette même année, donc en 1914. Albert Camus ne connaîtra donc pas son père. Sa mère, il restera proche de sa mère et notamment de ses oncles et de sa famille maternelle. Sa mère est illettrée. Je pense que c'est important de le signaler pour un futur écrivain de renom. En tout cas, il a grandi avec une mère qui ne savait pas lire et qui était partiellement sourde, qui lisait exclusivement sur les lèvres pour comprendre ce que lui disaient ses interlocuteurs. À 20 ans, Camus et ses amis, alors ses nombreux amis, on compte qu'il a eu en Algérie, il y avait notamment Max-Paul Fouchet, Claude de Fréminville, Jean de Maisonseul, également Pascal Piat, Emmanuel Robles, donc un certain nombre d'amis qu'il s'était fait en Algérie. Avec eux, il parcourt les rues d'Alger, il profite des dancing de Bab el-Oued et notamment ils viennent de finir le lycée. Pour eux, c'est le début à la fois des histoires d'amour, les premières rencontres avec des femmes et puis l'écriture. Et alors justement, ce rapport à l'écriture, il est assez intéressant, à la littérature plus généralement. Camus et ses amis, notamment Fouchet, sont pauvres. En fait, ils ne sont pas nés dans l'aisance, contrairement à d'autres auteurs que nous avons pu voir lors des précédents marathons littéraires. Et donc, ils se prêtent leurs livres, ils font des économies, et puis ils achètent des livres qu'ils se prêtent entre eux et qui leur permettent de découvrir des premiers auteurs, notamment de philosophie, qui vont profondément marquer Albert Camus. Et également à travers la relation que Camus entretiendra avec son professeur de philosophie, Jean Grenier, qui sera son maître à penser véritablement, qui va l'aider à structurer un certain nombre de choses. Il va découvrir Spinoza, Descartes, Platon, Kierkegaard, mais également Lao Tse, donc voilà un ensemble de philosophes internationaux, pas uniquement français. En 1935, justement, Camus, sur les conseils de son professeur, va écrire une première pièce de théâtre qui s'appelle Révolte dans les Asturies, qui sera interdite par le maire d'Alger. Je vous écris le nom de la pièce. Effectivement, elle sera interdite par le maire d'Alger. Alors pourquoi? Tout d'abord parce que cette pièce parle d'une révolte de paysans et d'ouvriers espagnols en Asturie, qui est une région d'Espagne, et qui instaure une république en 1934. On est dans un contexte où effectivement il ne fait pas bon de parler de bouleversement politique. On est dans l'émergence, notamment que ce soit en Allemagne, des pouvoirs fascistes, en Italie. En Espagne, il y a également Franco qui s'est imposé au détriment des communistes espagnol. Et donc, lui va, par l'intermédiaire de Jean Grenier, rencontrer un tout jeune éditeur en devenir qui s'appelle Edmond Charlot, de 21 ans. Et cet Edmond, ce sera le premier qui va lui proposer d'éditer sa pièce, donc Révolte dans les Asturies, qui sera tirée en 500 exemplaires et qui sera complètement écoulée dès le début. Donc, ce sera un premier court succès, parce que 500 exemplaires, c'est pas non plus voilà, un Goncourt, mais c'était un premier succès pour Camus, pour le jeune Camus, qui par la suite va continuer d'exercer sa plume. De 1935 à 1936, cette fois plutôt d'un point de vue politique, Camus va adhérer au Parti communiste, mais il en ressort assez rapidement. Il y sera passé un an, il y aura passé un an, et une fois cette année passée, il en sortira avec une méfiance certaine pour toute forme d'idéologie, que ce soit le communisme, mais plus tard également d'autres formes d'idéologie sur lesquelles nous reviendrons. De 1936 à 1939, il va composer son premier recueil, un recueil qui va rassembler ses écrits autour des noces. Alors, les noces se réfèrent à la fois à la nature et évoquent la pauvreté. C'est véritablement un tableau de la société et des paysages algériens.
en tout cas algérien de sa jeunesse. De 1939 à 1953, donc cette fois sur une longue période, il va continuer d'écrire la suite de ce recueil dans un nouveau recueil qui s'intitulera L'été. Et ses premiers écrits seront marqués par une admiration certaine pour des auteurs, nombreux que je vais vous citer, mais c'est vraiment très spécifique à Camus, cette admiration, parce qu'à l'époque, on considérait qu'un jeune écrivain était formé par la critique. Donc, pour un écrivain, il était nécessaire, dans un premier lieu, de critiquer des auteurs et de s'inscrire en opposition pour révéler son style. Camus, ce sera l'inverse. Toute sa vie, reconnaîtra voilà, des qualités chez un certain nombre d'auteurs sans chercher à se mettre en opposition. Alors, il y a des auteurs français. Je vais vous en citer trois. Il y a notamment Gide, Malraux et Monterland. Et notamment pour s'arrêter sur l'un d'eux, Gide. Gide, c'est l'auteur, André Gide, c'est l'auteur de Famille, je vous hais. Et Gide, par son style, et notamment son style un petit peu révolté parfois, ça va libérer Camus de ce milieu petit bourgeois d'Alger dans lequel il évolue, notamment après ses années lycée. Donc un milieu assez étriqué, de colombes. Alors petit bourgeois, c'est en français, c'est plutôt le milieu des commerçants, des petits propriétaires terriens, etc. Blancs et dans la société algérienne, contrairement aux Maghrébins, qui vivent un peu reclus entre eux dans un entre-soi. Ça, pour Camus, c'est un petit peu difficile. Lui, il a plus de tendance à se sentir proche des ouvriers, et notamment des ouvriers espagnols qui travaillent dans les usines, à qui il venait faire des embrassades de camarades lorsqu'il était jeune lycéen, enfin en tout cas après son baccalauréat. Euh, donc voilà, il y a notamment Gide dans la Nouvelle Revue française qu'il lit, c'est une revue littéraire. Il admire également Nietzsche, donc il découvre les philosophes allemands, mais il admire Nietzsche en tant que poète plus qu'en tant que philosophe. Camus s'amuse à apprendre par cœur certaines phrases qu'il récite, notamment l'une que son ami également Fouché avait appris par cœur et qu'il voilà, il faisait des tirades à deux, il se lançait des citations. Et l'une qui les touchait beaucoup, même qui les faisait vivre un extase, était Mon âme est une fontaine jaillissante. Et pour eux, c'était une phrase pleine de sens et pleine d'humanisme, puisqu'à travers l'âme, c'est l'expression de l'intelligible, etc. Et Camus se caractérise enfin par son admiration pour Dostoïevski. Alors ça, je trouve ça intéressant de dire ça à un public russophone, enfin en tout cas de culture russophone, puisque Camus va admirer chez Dostoïevski la façon dont il dépeint les tourments de l'âme, et notamment cette âme russe que décrit si bien Dostoïevski. Et Camus essaye de s'en rapprocher. Il se sent très proche de ça, et toute sa vie, il aura tendance à se définir comme une âme russe. Je trouvais ça amusant, en tout cas, de vous confier cette anecdote aujourd'hui. Camus va également travailler comme journaliste, donc ce ne sera pas exclusivement un écrivain, il va mettre au service sa plume au service en tout cas de journaux. C'était le cas également de Boris Vian, si vous vous souvenez du marathon littéraire de la semaine dernière. Souvent, les écrivains, pour vivre, devaient avoir une profession, et quoi de mieux qu'être journaliste pour pouvoir exercer sa plume, se faire connaître, en même temps écrire des billets. Il va notamment travailler comme journaliste jusqu'en 1939, date du début de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale et de la déclaration de la guerre, notamment de l'Allemagne envers la France, et enfin de la France envers l'Allemagne suite à la conquête de la Pologne. Enfin, bon. Et donc, il va être journaliste au sein de l'Alger républicain. Il y écrit notamment des billets politiques, pas que, mais des billets politiques également. Et quand il écrit des billets politiques, il les écrit sous le pseudonyme de Jean Merceau, et on reviendra dessus parce que c'est effectivement le nom du personnage principal, en tout cas personnage principal, et avec une figure presque de narrateur omniscient de l'étranger. Et, euh, et justement, ce sera intéressant de refaire une connexion un peu plus tard lorsqu'on déroulera l'analyse. Il s'engage également dans la résistance. Camus développe à ce moment-là une pensée humaniste très forte, où il s'oppose à la pensée fasciste. Il écrit puis fait paraître en 1942 son premier grand roman, dont on parlera aujourd'hui, qui est L'étranger, qu'il inscrit dans le thème de l'absurde, une étiquette dont toutefois il cherchera à se défaire un peu plus tard, en tout cas en tant qu'auteur. Le roman s'inscrit
dans le cycle de l'absurde, un cycle qui se compose notamment de son essai Le mythe de Sisyphe, mais également de pièces de théâtre, Caligula notamment. Mais Camus refuse de s'inscrire dans un genre en particulier, et donc plus tard dans des interviews, il dira notamment, voilà, je ne veux pas être uniquement l'auteur de l'absurde, je ne suis pas que cela. C'est vrai que c'est des choses qu'on a pu voir dans les précédents marathons littéraires également, cette volonté des auteurs de ne pas se retrouver enfermés dans une case, et c'est ce qu'on retrouve chez Albert Camus. Donc, L'étranger, ce qui est intéressant, c'est que c'est un roman philosophique qui présente ce personnage Meursault, personnage principal, qui évolue dans ce contexte de l'Algérie coloniale que connaissait très bien Camus pour y avoir grandi, qui est un petit peu détaché du monde au point de se sentir étranger. Et donc, on pose là le thème même et le titre du roman. Pour revenir sur la vie de Camus, en 1943 ensuite, il rencontre Jean-Paul Sartre, dont on a parlé également la semaine dernière lorsqu'on a évoqué Boris Vian, qui était surnommé Jean-Sol Sartre dans son livre L'écume des jours. Il va travailler avec lui, donc Camus travaillera avec lui jusqu'en 1951, avant de s'en éloigner. Ce sera une séparation également radicale, un peu la même que celle qu'il a vécue avec le Parti communiste, si je puis dire, précédemment, puisque Camus va s'opposer radicalement à la conception de Sartre et notamment à la conception marxiste que Sartre peut avoir de la révolution qui légitime la violence, et pour lui c'est inacceptable. Camus va développer une philosophie existentialiste, mais qui se détache de l'existentialisme de Sartre. Il s'en est rapproché, il en tire des conclusions, mais ce sera un existentialisme de l'absurde. Je vous l'écris toutefois parce que c'est... Et ce sera un courant en soi dans lequel il sera presque unique et assez isolé. J'y reviendrai un peu plus tard. En tout cas, il n'a pas fondé un courant de pensée auquel se sont rattachés un certain nombre d'auteurs. Alors, comment il s'explique cet existentialisme de l'absurde? Selon Camus, la vie présente une absence de sens. Et à partir de ce postulat, l'homme doit prendre conscience de cette absence de sens. Et en prenant conscience, il devient lucide et armé d'une certaine façon pour vivre dans le réel. Et j'aime bien utiliser cette métaphore de armé. Pourquoi? Parce qu'il va conquérir sa liberté en étant lucide là-dessus. Donc en n'apposant pas un sens au-delà, soit un sens religieux, soit un sens politique à sa vie auquel il faudrait se rattacher. Camus va ensuite publier un certain nombre d'ouvrages, notamment La Peste en 1947, qui vont l'inscrire effectivement comme un auteur, un grand auteur français. Il sera récompensé justement pour ses œuvres. En 1957, il est prix Nobel de littérature. Puis, le 30 décembre 1959, il écrit, de nouveau, je vous sors une petite anecdote, mais il écrit à son amante qu'il doit rejoindre à Paris, c'est vraiment son amour fou. Il lui écrit: À bientôt, ma superbe, je suis si content à l'idée de te revoir que je ris en t'écrivant. Je t'embrasse, je te serre contre moi jusqu'à mardi où je recommencerai. Malheureusement, Camus n'arrivera jamais à Paris, puisque le 4 janvier 1960, il meurt dans un accident de voiture dans lequel il était avec un de ses amis. Son ami vivra un peu plus longtemps, mais mourra également des suites de l'accident. Et donc, voilà, c'est une fin assez tragique que va connaître Camus. Je souhaiterais finir sur une note de Joseph Vidal, qui était l'un de ses amis et qui en parle assez bien, justement, pour redéfinir Camus. Rien de mieux que quelqu'un qui l'a bien connu. Et Joseph Vidal dit la chose suivante: Personne n'a réussi à situer réellement Camus. Les philosophes communistes le trouvaient réactionnaire, les philosophes réactionnaires le trouvaient communiste, les philosophes athées le trouvaient chrétien et les philosophes chrétiens le trouvaient athée. Et je trouve ça assez bien parce que cette phrase permet de bien comprendre l'isolement que pouvait subir Camus, qu'on a souvent essayé de mettre dans des cases. Il a été rejeté par Sartre, critiqué par Bourdieu pour sa pensée, ce que je disais, l'existentialisme absurde, et puis critiqué pour son absence d'engagement politique auprès des communistes, puisque beaucoup des auteurs de cette époque, des intellectuels, étaient communistes, et donc son refus de s'engager du côté du marxisme l'a isolé et lui a donné beaucoup d'ennemis, finalement, à part ses amis d'enfance, justement, qui l'ont toujours suivi. Voilà, en tout cas,
pour cette introduction concernant Albert Camus. Nous avons une première remarque de Tatiana. Quand je lisais le livre cette semaine, il y avait des moments où il m'a rappelé les livres de Dostoïevski, en particulier la partie sur les réflexions dans la cellule. Toutefois, Raskolnikov et Meursault sont différents, mais ils ont quelque chose de commun. Tout à fait. On y reviendra un peu après. Merci beaucoup, Tatiana, pour cette remarque. Est-ce que vous avez déjà des questions sur l'introduction ou est-ce que vous souhaitez que nous poursuivons avec la lecture de l'extrait? Vous pouvez nous mettre OK si vous voulez que nous continuions. Très bien. Nous allons continuer alors. Peut-être, Anna, je vous laisse partager l'écran pour. Vous souhaitez que je partage l'écran? Votre micro est coupé, Anna. Merci. C'est comme je peux partager l'écran pour D'accord. Linky Pit. Peut-être partagez-le pour votre partie. Donc, Anna va lire Linky Pit. Donc, comme je disais, merci beaucoup, Anna, de participer à cette édition avec nous. Bonjour à tous, merci à vous, Jérémy. Donc, on va commencer par la lecture de Linky Pit. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de Vieillard est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je peux réveiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne peut pas me le refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce fera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. J'ai pris l'autobus à 2 heures, il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant, chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m'a dit « on n'a qu'une mère ». Quand je suis partie, ils m'ont accompagnée à la porte. J'étais un peu étourdie parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle il y a quelques mois. J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela sans doute, ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupie. J'ai dormi pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillée, j'étais tassée contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit oui pour n'avoir plus à parler. Merci, Anna. Merci beaucoup pour cette lecture. Je vais continuer, je vais partager mon écran. Peut-être, non? Ou bien, peut-être je peux le lire. Bon, attendez, je vais peut-être partager le mien. Ok, parce que j'ai déjà arrêté. Alors, dites-moi si vous voyez bien. Oui, Oui, très bien. L'exquipit, le dénouement, dernier chapitre. Lui parti, j'ai retrouvé le calme. J'étais épuisé et je me suis jeté sur ma couchette. Je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu'à moi. Des odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. À ce moment, et à la limite de la nuit, des sirènes ont hurlé. Elles annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m'était à jamais indifférent. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai pensé à maman. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi, à la fin d'une vie, elle avait pris un fiancé, pourquoi elle avait joué à recommencer, là-bas, là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s'éteignaient. Le soir était comme une trêve mélancolique, si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne, personne n'avait le droit de pleurer sur elle, et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre. Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir. Devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde.
de l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Voilà pour l'extrait. Alors peut-être dans un premier temps, Anar, puisque c'est vous qui avez choisi ces deux extraits, peut-être pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi ces extraits et en quoi, selon vous, ils représentent bien voilà, le roman L'étranger d'Albert Camus. Alors, pour le choix des extraits, c'est directement lié au choix de l'œuvre, parce que l'œuvre elle-même, je l'ai choisie pour son absurde, justement, et pour l'aspect déstabilisant. Ce sont deux extraits, surtout l'Incipit, qui sont très célèbres dans la littérature française en général. Et l'impression qu'a tout lecteur, c'est que c'est un extrait qui, qui rend le lecteur perplexe dès le début. C'est-à-dire qu'on plonge le lecteur directement dans l'ambiance de l'œuvre sans forcément l'introduire, sans le préparer. Et pour des raisons personnelles, pourquoi ces extraits et pourquoi cette œuvre, personnellement, j'aime bien quand l'auteur s'écarte vraiment et qu'il me laisse seul avec le personnage principal. Et dans ce cas-là, c'est Meursault qui est le personnage central et qui parle. C'est lui le narrateur. Et je peux donc construire ma propre opinion et je n'ai même pas des émotions ou de la subjectivité de Meursault. Et c'est à moi de le caractériser, de le juger et au final, dans le dernier paragraphe, justement, décider si je l'aime ou pas, ce personnage. Et justement, ce qui est intéressant également avec ces deux extraits que vous avez choisis, c'est que ça permet de créer une boucle. C'est-à-dire, on commence avec justement la mort annoncée de sa mère, qui ne sera plus vraiment évoquée dans le reste du roman, enfin en tout cas pas de façon aussi sensible. Il reçoit la nouvelle de façon très neutre, presque sans sentiment, quand vous parlez justement de cette situation un petit peu dans laquelle on est plongé. C'est très particulier. Et en même temps, à la fin, il semble finir par ouvrir son cœur aux émotions et à faire le deuil finalement de sa mère, il y en parle, il fait des mots, il la comprend et presque il semble pas lui pardonner, mais en tout cas être en mesure de comprendre des choix qu'il ne pouvait pas comprendre précédemment, justement du fait du parcours qu'il a eu tout le long du roman. J'aimerais revenir justement sur un des points que vous avez évoqué. Vous avez évoqué l'absurde, caractéristique du roman L'étranger, est présent dans les deux extraits. Est-ce que vous pourriez définir justement en quoi ce roman s'inscrit dans l'absurde? Oui, bien sûr, comme vous l'avez évoqué, l'absurde est le fil conducteur du cycle, de tout le cycle d'Albert Camus, dont il vaudra se débarrasser de cette étiquette, justement, mais qui reste quand même une ligne très importante dans l'œuvre. Et même dans ces extraits assez courts, on voit déjà l'absurde de la situation et peut-être du comportement du personnage. En général, comme vous l'avez dit, l'absurde pour Camus, et selon Camus, représente le conflit qui naît entre l'indifférence du monde envers l'essor des personnes et notre volonté de trouver une raison pour tout ce qui se passe autour de nous et avec nous. Moi, je crois, quand j'avais l'impression, quand j'ai lu ce roman, que l'absurde de Camus contredit à 100% à la pensée cartésienne et on a vraiment l'habitude à réfléchir sur tout ce qui se passe et à tout repenser. Et
contrairement justement à cette pensée cartésienne, le personnage, on le voit déjà dans l'Incipit, il ne montre aucune émotion. Il y a, contrairement à ce qu'on pourrait penser, avec tout ce qu'il a vécu, la mort annoncée dès le début, il aurait pu y avoir au moins des pensées et des réflexions et des sentiments, mais on ne le voit pas. Et, ça se voit aussi dans le style de l'écriture de Camus qui m'a vraiment frappée, et c'est aussi pour ça que j'aime bien cette œuvre, c'est cette originalité. Il y a une forme d'introspection également, Anna, dans l'écriture. On a l'impression d'avoir différents points, enfin, d'être centré sur Meursault, mais d'avoir différents axes de vision. À la fois, on a l'impression d'aller au plus profond du personnage et en même temps d'en sortir et d'avoir un petit peu comme un film. Et c'est intéressant de savoir que Camus était également scénariste et qu'il a mis en scène des pièces de théâtre parce qu'il y a ce regard-là qu'on a entre des confrontations de points de vue et de perception du personnage. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez ressenti également. Oui, je l'ai remarqué, mais je pense que c'est trompeur. C'est parce que, par exemple, quand on lit L'étranger, on s'habitue au fait que Meursault ne sent rien, qu'il n'a pas d'émotion du tout, qu'il ne sent ni le chagrin, ni la joie, ni même la surprise. Mais il y aura des petits clins d'œil, il y aura des petits indices de, comme par exemple cette phrase pour le moment, c'est comme si maman n'était pas morte. Déjà, il utilise 2 fois maman, et cette réplique assez enfantine quand il dit qu'elle est pas morte. C'est-à-dire qu'il est dans le déni. Et ça me fait penser, moi, ça me fait penser personnellement que peut-être on a l'impression de penser qu'il est étranger à À la nature lui-même. humaine, Et à mais lui-même. alors à lui-même aussi, mais peut-être que c'est pas vrai et on voit pas tout. Et je viens de penser à ça parce que Meursault ne se sent pas obligé d'expliquer et de pourquoi ce comportement, pourquoi ne pas exprimer les émotions, pourquoi ne pas être chagriné, et déjà pourquoi le meurtre et tout ce qui se passe dans l'œuvre, parce qu'il ne veut pas expliquer. Pourquoi expliquer? Pourquoi se justifier? Et c'est nous, les lecteurs, qui vont le justifier. C'est l'absence de prise de position par rapport à un certain nombre de choses, l'absence d'analyse, et justement, à la fin, il y a une sorte de lueur puisqu'il analyse sa mère. Et c'est un des rares moments où Meursault fait montre d'une analyse, en tout cas dans tout le roman. Je voulais revenir sur quelques points que vous avez également dit, Anna. Vous avez parlé de cet homme presque animal dans son vécu. Et justement, c'est quelque chose que Camus assume complètement. Pour lui, dans sa philosophie, et c'est là en cela qu'il s'oppose à Descartes, l'homme est pris en étau, donc enfin, en opposition entre 2 tendances fortes, la tendance animale de l'homme et une tendance surnaturelle, voire divine, qui le pousse à se réaliser, à faire des grands actes, etc. Et en cela, ça s'oppose vraiment à la pensée de Descartes, selon laquelle ce qui définit l'homme, c'est avant tout le fait que ce soit un homme de pensée. Puisque pour Descartes, quand il dit le cogito ergo sum, je pense donc je suis, je vous l'écris, est-ce que vous m'entendez bien? Je pense qu'il y avait un petit... Oui, maintenant, oui, il y avait un bug, mais maintenant, c'est mieux. Quand Descartes dit je pense donc je suis, effectivement, ce qui définit l'homme, c'est avant tout l'acte de penser. Or, l'idée même de Camus, c'est de trouver un autre axe de définition de l'homme, c'est de dire que l'homme est à la fois un animal et un être en recherche de surnaturel, de divin. Enfin, sur la notion d'indifférence que vous avez également évoquée, je voudrais y revenir parce que Camus, euh, lors d'une interview qu'il a donnée peu après L'étranger, il revient sur la notion de sensibilité et il dit que le XXe siècle est un siècle d'insensibilité.
Et donc, lorsqu'il définit… On, on vous entend pas, Jérémy? Je fais une bug. vous m'entendez de nouveau? Oui, là c'est bon. Oui, je vous disais que Camus, il définit le XXe siècle comme un siècle d'insensibilité et, et c'est une sorte de sensibilité de l'indifférence. Et lui, justement, lors de cette interview qu'il va donner, il va expliquer que lui, il aimerait être insensible, mais il en est incapable. Et que profondément, dans ses écrits, même s'il parle justement de cette de forme d'insensibilité à l'image de Meursault, pour lui, euh, il est dans un rapport qui est quand même très sensible aux choses. Notamment, Camus nous dit qu'il ne peut parler que de ce qu'il a ressenti, vu et vécu. Et je trouve que c'est un rapport qui est particulièrement sensible à l'écriture. Il écrit sur l'Algérie, il écrit donc des paysages qu'il connaît, sur des, voilà, des climats, sur une personnalité aussi à laquelle il peut se rattacher, puisque Meursault, ce qui est intéressant pour l'anecdote, c'est que, il confie à un ami, lorsqu'il crée le personnage, que Meursault, qui était déjà son pseudonyme, comme on l'a vu, qu'il utilisait précédemment en tant que journaliste, ça vient de cette articulation de mer et saut pour soleil. Et donc, pour lui, dès le début, on l'a vu dans ses premiers recueils, euh, Camus s'inscrit également dans une logique contemplative de la nature. Et donc, c'est cette agrémentation entre ces deux mots qui vont définir le personnage et un caractère aussi qui peut être parfois autobiographique, alors non pas dans la vie de Meursault, mais qui est tragique par le crime qu'il commet, mais par euh, des, des proximités en termes de pensée ou de vécu. Par exemple, il prend plaisir à se baigner dans le port d'Alger, c'est quelque chose que vivait également Camus et un trait qu'il a donné à son personnage. Les promenades également dans Algerville. Et puis, cette forme de euh, pensée tragique définie par Dostoïevski qui émeut énormément Camus. Et donc ça, c'est des thématiques qu'on va retrouver euh, dans le personnage de Meursault. Et donc voilà, c'était un petit peu pour rejoindre ce que vous disiez sur votre analyse. Merci Jérémy. Et je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit, sur le rapport très proche entre Camus et Meursault, son personnage central. J'ai dit que Camus il s'est écarté, mais maintenant je me dis, comme on discute justement de ce personnage et de sa progression, je me dis que peut-être, comme Camus, il n'était pas, et il l'a dit lui-même, il était très sensible, peut-être que son personnage principal, c'est une personne qu'il aurait aimé être. C'est une personne, c'est l'idéal d'un être humain qui arrive à se réconcilier, à réconcilier avec lui-même à la fin, sans forcément avoir vécu des moments tragiques, vécu vraiment sentis comme Camus. Peut-être que Camus, il aurait aimé revivre aussi sa vie sans avoir de telles émotions et de tels sentiments que lui, il a subi. Bah, c'est difficile à dire cela, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que Camus, lorsqu'il est jeune, lorsque ses amis parlent de lui, ses amis proches, le petit cercle dont j'ai parlé au début dans l'introduction, ils disent que, un peu à la manière justement de Dostoïevski, il joue avec la notion de crime et châtiment. Camus, il aurait aimé, voilà, faire des impairs pour pouvoir, via le châtiment, être ensuite pardonné. Et notamment d'avoir cette image-là d'un Camus jeune qu'on n'a pas forcément et qui peut être confié par ses amis, ça permet de comprendre qu'en fait, il a peut-être puisé dans des traits de sa personnalité pour créer ce personnage de Meursault qui n'est pas complètement lui. C'est pas le but. Et je pense qu'il a aussi un regard assez critique parce que Camus s'inscrit dans une forme d'humanisme, ce qui n'est pas le cas de Meursault. Meursault, lorsqu'il fait des choix, par exemple, d'accuser la maîtresse de son voisin et ami, c'est un choix euh, qui est contraire à toute forme d'humanisme, c'est-à-dire que c'est un choix détaché. Et comme le rappelle Tatiana, Meursault a une attitude qui est
très désinvolte, en fait. Là où Camus ne l'est pas. Camus, par exemple, se pose énormément de questions sur que signifierait son engagement politique. Camus, c'est un résistant. Camus, c'est aussi quelqu'un qui va refuser les dérives du communisme, les dérives aussi de l'existentialisme. Et donc, c'est quelqu'un qui s'inscrit en partie aussi en opposition avec ce personnage complètement insensible. Je pense qu'il a à la fois, il idéalise, mais il idéalise par la différence flagrante qu'il peut y avoir, en tout cas sur ce point majeur qui est la perception du monde. Euh, il s'oppose à ce personnage, mais en même temps, il y a aussi, bien sûr que Meursault est assez passif, contrairement à Camus, mais il y a une sorte de révolte aussi au refus de son personnage, de se justifier. Et ce que voulait, par exemple, au tribunal, ce que voulaient toutes les autres personnes, tous les autres personnages autour de lui, c'est d'avoir les raisons de sa part, les explications, les objectifs et les buts. Et Meursault, il les a pas donnés parce que et il n'a pas menti en même temps. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas défendu, il ne s'est pas justifié, mais il n'a pas menti. Il n'avait pas de raison. Et là, on peut voir peut-être une certaine sorte de révolte aussi. Et sur, je voulais juste revenir sur le fait de la justification. Juste quelques épisodes du tribunal, quand le procureur cherchait les raisons pour ses actes, mais Meursault, il disait rien. Et comme il n'avait pas de matériel, il n'avait pas de réponse, il n'avait rien, ceux qui l'accusaient, il cherchait à inventer les raisons. C'est-à-dire chercher la connexion entre le fait que Meursault n'était pas chagriné par la mort de sa mère et aussi par son acte, ce qui était peut-être pas lié. Et à quoi sert cette justice qui cherche à comprendre et à trouver des raisons à tout prix. Ici, je vois un peu, je sens un peu l'accusation de cette justice. Mhm. Oui, complètement, oui. Et puis cette volonté de toujours trouver un sens qui expliquerait tout et qui serait un petit peu suranné, enfin en tout cas un peu superficiel, qui serait ajouté, qui serait créé de toutes pièces. En tout cas, ça c'est quelque chose que refuse complètement Camus dans le traitement du personnage. Et justement, vous, Anna, comment vous vous situez par rapport à ce roman? Est-ce que c'est un roman qui vous a plu? Est-ce que la figure de Meursault, c'est une figure, Meursault, c'est une figure qui vous a, euh, qui vous a marqué positivement? Comment est-ce que vous le ressentez? Vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Euh, Est-ce que vous le considérez comme un héros, par exemple, Meursault? Alors, c'est vrai que ce n'est pas une question évidente parce que je pense que je ne pourrais pas dire si j'ai aimé ou pas aimé le personnage. Et pourquoi, par exemple, le personnage est considéré surtout comme anti-héros. Mais je pourrais dire que j'ai accompagné Meursault dans les événements décrits et je les ai vécus. J'ai vécu les événements pas avec Meursault, mais pour lui. C'est-à-dire que je ne, je pense que comme Meursault, je reste assez neutre envers sa nature, mais je trouve qu'il a parfois raison quand il refuse de la pensée cartésienne. Et comme la plupart des lecteurs, on se reflète, on se projette dans la vie de ce personnage, pas dans les parties du meurtre ou de l'absence des sentiments, mais par exemple de l'envie de ne pas toujours chercher la raison et de ne pas trop penser. C'est peut-être ça. Et j'admire ce côté-là, une simple acceptation de ce qui se passe sans forcément y réfléchir. C'est une acceptation. Comme tout à la fin, il a même dit qu'il était heureux. Ce qui est surprenant, c'était
c'est rare qu'il exprime ses émotions et il est enfin heureux parce que il s'est réconcilié avec lui-même. Il a trouvé et il a trouvé c'est pas la raison, mais c'est logique peut-être parce que toute vie finit par la mort et pour lui c'était la libération. Une forme de salut. Oui. Alors, Tatiana nous dit, je trouve que Meursault vivait plutôt dans l'aujourd'hui. Il avait des bonnes émotions aussi. Il était content de passer du temps près de la mer. Oui, tout Mm. à fait. Anar, Et, peut-être. oui, non, je voulais juste faire une remarque par rapport à ça. Justement, Tatiana, comme tous les auteurs, moi, on va être déstabilisé, déconcerté et on va être vraiment surpris et peut-être choqué par le comportement de ce personnage et surtout par l'absence de raison. Et c'est pour ça qu'on va essayer de lui imposer nos émotions. Parce qu'on ne le sait pas s'il vivait ses émotions, mais on voit les événements décrits, on les projette dans nos têtes, on les imagine et on se dit que ce personnage, Meursault, il doit avoir les sentiments, ses sentiments comme moi. Et on lui impose ça. Alors que peut-être, ce n'est pas vraiment le cas. Tout à fait. Est-ce que justement vous avez des questions, vous souhaiteriez intervenir? Comment est-ce que vous avez ressenti ce roman lorsque vous l'avez lu? Quelle était votre perception de Meursault? Je pense que c'est dur parce que Meursault, il rend perplexe tout lecteur. Je me souviens que quand j'ai lu L'étranger, j'étais au lycée et j'avais beaucoup de mal à m'identifier justement, contrairement à ce que vous disiez, Anna. Moi, j'avais beaucoup de mal à m'identifier au personnage principal. J'avais du mal à trouver justement un sens. J'essayais de plaquer un sens sur ses actions, voire même en essayant de trouver des sortes de raisons socio-psychologiques pour expliquer la Oui. situation dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire de se dire s'il se comporte comme ça, s'il n'est pas plus ému, s'il est vraiment dans un rapport à la vie qui est très spontané, ça doit s'expliquer pour quelque chose. Or, Mhm. justement, le roman ne va pas du tout dans ce côté-là. C'est pas du tout un roman social qui va essayer d'expliquer pourquoi le personnage pense comme ça. Est-ce que s'il y a un passif familial ou social ou pas du tout. Et justement, en fait, il y a quelque chose. En tout cas, moi, quand je l'ai lu, j'ai fini le livre et j'étais très perplexe. C'est-à-dire que, et je pense que c'est ça la définition même de l'absurde. Quand on parle du cycle de l'absurde, c'est aussi l'émotion qu'on peut ressentir à la première lecture de L'étranger et de se sentir en dehors des schémas classiques de pensée du roman notamment. Parce que malgré tout, la figure de l'anti-héros, on l'a beaucoup étudiée lors des précédentes sessions du marathon littéraire, elle est devenue tellement populaire qu'en fait, elle est au cœur du roman. Euh, C'est-à-dire que tellement d'écrivains ont traité cette figure de l'anti-héros qu'il y a plusieurs formes d'anti-héros, etc. Mais la spécificité de Meursault, c'est de s'inscrire comme ça dans ce caractère. Oui, Jérémy, comme vous avez dit, ça vous a rendu perplexe. Et est-ce que c'est peut-être une sorte de panique aussi? J'exagère peut-être, mais on panique un peu quand on ne voit pas de raison et quand on cherche à comprendre, mais on voit pas ce qu'on cherche, on trouve rien. Et et l'auteur et le narrateur, ils restent silencieux. Ils nous laissent seuls en fait, parce que déjà l'auteur, il nous laisse seuls avec le narrateur, mais le personnage principal, lui non plus, il ne partage pas beaucoup de choses avec nous. Et nous, on est seuls avec juste avec ses actes, même pas les émotions, et on doit faire quelque chose avec ça. Nous, parce qu'on se sent obligé et on sent ce besoin de trouver ce qu'on cherche. Mais justement, je trouve que le personnage de Meursault, pour parler d'un autre auteur qui, m- m'a permis en tout cas de mieux comprendre ce type de construction, etc. Pour moi, il est foncièrement kafkaïen. Alors même que c'est pas du tout, il n'y a pas d'influence commune entre les deux auteurs, mais il y a quelque chose comme ça, un peu comme un roman de Kafka,
où on suit un personnage, on rentre directement dans le récit sans trop s'attacher au passé, à un tableau voilà, trop dépeint du personnage. On rentre dès l'incipit dans une situation et puis on vit avec lui une sorte de développement vertigineux. Et je dis vertigineux parce que dans Kafka, notamment je pense au procès ou à la métamorphose, mais tout comme dans le personnage de Meursault, il y a ce côté du personnage qui est pris dans une situation dont on a du mal à percevoir les limites géographiques, etc. Enfin, pas tant géographiques, mais en tout cas de comprendre un petit peu. Meursault, il pourrait être situé à n'importe quelle époque et dans n'importe quel pays. C'est pas un personnage qui s'explique par des caractéristiques sociales, géographiques ou historiques, pas du tout. Et dans Kafka, il y a aussi ça. Il y a l'idée d'un personnage qu'on met d'un coup dans une situation. Il vit quelque chose jusqu'au point majeur. Et pour Meursault, c'est le crime qui finalement va le révéler par ce qu'il va s'en suivre. Et pour Kafka, c'est notamment dans le process, c'est la situation elle-même qui est vertigineuse. C'est-à-dire que le personnage est pris dans un tourbillon qui l'amène soit à se métamorphoser, soit à être condamné, sans trop qu'on comprenne les raisons. Et c'est le même, un peu la même émotion que j'ai ressentie à la lecture de romans de Kafka et à la lecture de L'étranger, qui est très différent de La Peste qu'on étudie au même âge, au lycée. Et La Peste, c'est encore autre chose. Pour moi, La Peste, c'est déjà, il y a plusieurs personnages. On ne se concentre pas véritablement sur un personnage. Et La Peste dépeint une situation, pour le coup, une situation qui va toucher un certain nombre de personnes. Et il va y avoir des figures, notamment des Mhm. figures héroïques, des figures anti-héroïques, mais qui vont réagir par rapport à cette situation, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire que sans la situation de la peste, il n'y a pas vraiment ce rapport-là qui se crée. Alors que Mhm. Mado, il y a ce côté-là vraiment, voilà, en tout cas kafkaïen. Ben, c'est mon ressenti personnel, hein. En tout cas, ça ne sonne pas sur une analyse particulière. Mais je suis d'accord qu'il y a des traces de Kafka aussi. Et justement, le cadre spatio-temporel est assez vague Mm. dans le projet parce que peut-être ça n'a pas d'importance. Parce que même Meursault, il ne nous donne même pas son nom, son prénom, ni les noms des autres personnages, de Mhm. ses amis ou Marie, quand connaissances. même. Marie est nommée. Et Marie a un prénom. Mais les dates non plus ne sont pas, et comme vous dites, ça peut se passer dans toute période dans le temps, parce que justement, peut-être, ce n'est pas la peine de marquer les événements par les dates précises, parce que ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance. Tout à fait. Et concernant le style de l'écriture de Camus, on voit très bien dans la situation narrative il s'agit de la focalisation interne et on dirait même qu'il s'agit d'un journal de bord ou journal intime. Mhm. Parce que déjà, l'omniprésence des pronoms je, des signes, des marques du discours oral, parce que les phrases sont assez simplistes, très simples et très courtes et souvent construite selon la structure sujet, verbe, complément. Et c'est-à-dire que c'est comme si c'était pas fait pour des lecteurs et pour être publié, mais c'était, il n'y avait pas de raison. C'est juste un journal de bord de ces personnes. Et on reste vraiment dans sa tête parce que même les temps choisis, le passé composé, l'imparfait et le futur, déjà, c'est pas très compliqué. Et aussi, on se situe par rapport au temps du personnage. Il n'y a pas de raison de parler de ce qui s'est passé avant ou ce qui va se passer après, dans le futur lointain, mais c'est là, maintenant, dans sa tête et dans Mhm. sa conscience. Exactement. Merci beaucoup, Anna, pour votre analyse. Est-ce que vous avez des remarques que vous souhaiteriez partager avec nous? En tous les cas, je souhaitais partager avec vous l'information suivante. Donc, samedi à 18h30, heure de Nour-Sultan, 14h30, heure de Paris,
nous organiserons un live concert, donc un concert en direct du duo The Pirouette, qui est un duo de pop français. Vous pouvez trouver toutes les informations sur l'Instagram d'AF Astana. Je vous l'écris dans le chat. Donc, je vous invite à assister à ce live concert qui sera également une rencontre francophone. Donc, vous pourrez poser vos questions à la suite du concert au duo composé par Léo et Vicky. Je vous écris également le duo pour que vous puissiez découvrir ce qu'ils font sur YouTube et notamment leur dernier, l'un de leurs titres, L'escalier, qui était publié en 2016, avait fait plus de 4 millions de vues sur YouTube. C'était vraiment le tube qui les a fait connaître en France et surtout à l'étranger, où après ils ont participé à de nombreux festivals. La semaine prochaine, nous n'aurons pas de marathon littéraire. Nous reprendrons après pour une dernière session avant l'été. Et la semaine prochaine, le 5 juin, donc vendredi plutôt que samedi, ce sera la journée mondiale de l'environnement. Nous ferons un événement en particulier sur la production d'une commande artistique, une chanson qui s'appelle La Terre en héritage par Assem Muse et Rustem, qui est une chanson qui porte le nom de la programmation culturelle de l'ambassade de France. Il y aura également l'ambassadeur, son Excellence Monsieur l'ambassadeur Philippe Martinet, ambassadeur de France au Kazakhstan, qui sera présent le 5 juin pour vous parler, toujours lors d'une rencontre francophone, de l'importance effectivement de la protection de l'environnement, des espèces en danger dans le monde, en France et au Kazakhstan. Et puis, Assem et Rustem vous parleront de cette chanson La Terre en héritage, comment ils l'ont réalisée. Et vous pourrez découvrir vendredi dans la journée le clip en exclusivité qui présente notamment, pour l'avoir vu, des très belles scènes de nature et de paysages du Kazakhstan. Voilà pour les prochains événements. Donc, n'hésitez pas à suivre tout ça sur nos réseaux sociaux, en particulier pour ceux qui s'intéressent aux études en France, lundi 1er juin, justement avec Anar, qui est là avec moi aujourd'hui. Nous vous présenterons le parcours de 4 alumni francophones, 2 Kazakhstanais, 2 internationaux, qui ont fait le choix d'étudier en France et non pas ailleurs, qui ont des parcours d'excellence. Et donc, je serais ravi avec Anna, enfin, en tout cas, nous serons ravis de vous les présenter, et puis de vous présenter les invités qui, eux, parleront de leur parcours, de leur vie d'étudiant à Paris pour les 4 qu'ils ont pu avoir, et puis de répondre à vos questions, les questions pratiques ou les questions que vous pourriez vous poser pour ceux qui souhaiteraient partir étudier en France. Voilà, merci à tous. Un grand merci à Anar et à Campus France Kazakhstan d'avoir co-organisé avec moi cette session. Merci bien sûr à l'AF d'Astana pour cette participation et cette co-organisation à tous les événements de l'ambassade de France au Kazakhstan. Merci beaucoup notamment Dinara et Temirhan qui travaillent sur les visuels. Merci également à Sia qui travaille sur les traductions. Et merci à tout le réseau de la France en Asie centrale, le réseau culturel qui partage, comme je l'ai indiqué au tout début, nos informations et qui les relaie. Donc voilà, à samedi pour ceux qui souhaitent assister au concert, à lundi pour le prochain, la rencontre avec les alumni francophones, et puis à vendredi prochain pour rencontrer Monsieur l'ambassadeur Philippe Martinet et Assem et Rustem pour parler de La Terre en héritage et de l'importance de protéger l'environnement et la biodiversité. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette possibilité de s'enrichir culturellement avec les marathons littéraires. Et c'est vraiment dommage, comme le dit Lady K, que c'est bientôt la fin. Mais en tout cas, on a vécu des moments magnifiques avec le marathon littéraire.